Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 56. Mais qui a tué l'Empire romain ? L'écrivain Végès, fonctionnaire impérial du milieu du 5e siècle, a laissé dans un célèbre traité sur l'armée romaine à destination des empereurs de son temps la recommandation suivante, et je cite : « Il serait superflu de vouloir énumérer les talents militaires des diverses provinces, puisqu'elles sont toutes comprises sous la domination romaine. Mais le calme d'une longue paix a dirigé les uns vers les charmes du loisir, les autres vers les emplois civils. C'est ainsi que la pratique des exercices militaires, d'abord négligée, puis abandonnée, a fini par tomber un jour dans l'oubli. Ainsi donc, choisissons et instruisons sans cesse des jeunes gens. D'ailleurs, il est plus économique d'enseigner les armes aux siens que d'enrôler des étrangers à prix d'argent. » Végès, avec d'autres auteurs antiques chrétiens et païens, a posé dans ses écrits les bases d'une théorie longtemps acceptée comme vérité indubitable. À savoir que les déboires de l'Empire romain ont commencé avec la barbarisation de l'armée, étape primordiale de la déliquescence de tout le système au 5e siècle. Une théorie vite englobée d'ailleurs dans celle plus large et extrêmement populaire au 19e siècle, de la disparition de l'Empire provoquée par l'arrivée massive de barbares sur ces terres, déstabilisant militairement mais aussi socialement et politiquement la société romaine pour provoquer sa chute. D'ailleurs, les termes de grandes invasions ou invasions barbares ont été forgés à cette époque-là, défendant l'idée d'un choc entre civilisations romaines et barbares, tournant à la catastrophe pour la première, incapable de rejeter les envahisseurs qui causeront sa perte. Mais en réalité, il existe plus de 200 théories différentes recensées pour expliquer la chute de l'Empire romain, pour utiliser un terme facile, et celle des envahisseurs venant ravager l'Empire le couteau entre les dents est vraiment datée, et n'a plus beaucoup de supporters sérieux. Bien plus que la conséquence d'un soi-disant empire romain décadent, perdant ses forces morales ou militaires et se laissant subjuguer par les envahisseurs, les facteurs internes étayés par l'archéologie et la recherche, qu'ils soient économiques, sociaux, sanitaires, culturels, voire même plus récemment climatiques, sont désormais les plus souvent cités en faisceau pour tenter d'expliquer les déboires de l'Empire. D'ailleurs, l'idée même de chute est désormais contestée par la communauté scientifique. L'Empire ne s'est jamais effondré en réalité. Il s'est transformé sans cesse durant toute l'Antiquité, sous le coup des différentes crises et des réponses que les hommes ont tenté d'y apporter au fil des siècles. La modification substantielle de son organisation politique en royaume barbare plus strictement indépendant, en train de se profiler au 5e siècle, n'est qu'une autre étape de cette évolution. Quoi qu'il en soit, rappelons un ou deux faits importants au sujet des barbares germains et des Francs. Tout d'abord, rien ne laisse penser que la barbarisation de l'armée a entraîné une baisse opérationnelle de son efficacité ou de sa performance, quoi qu'ait sous-entendu Végès et ses successeurs. Phénomène existant depuis fort longtemps, la présence de plus en plus massive de soldats ou de contingents barbares dans les légions durant le 4e puis le 5e siècle n'a probablement rien changé à son efficacité opérationnelle comme force militaire. Au désastre d'Andrinople en 378, souvent vu comme le pinacle de la faiblesse romaine, on peut tout autant rétorquer celui d'Abritus en 250 ou de Teutobourg en 9, qui souligne juste que la puissance de l'armée romaine a toujours pu être mise en défaut lorsque le commandant romain s'y prenait mal ou sans précaution, quelle qu'ait été la nationalité des soldats composant ces cohortes. Les armées romaines sont restées puissantes malgré,
ou grâce à leur barbarisation croissante d'ailleurs, les techniques, l'équipement et l'organisation romaine étant tout simplement adoptés, voire améliorés avec l'injection de nouveaux bras. L'institution a su rester performante un long moment, même si les voisins de l'Empire ont beaucoup appris au contact de Rome, rendant les triomphes retentissants des débuts de moins en moins fréquents. S'il y a une cause militaire à chercher dans l'effondrement politique qui se conclut au Ve siècle, ce n'est pas la nationalité des soldats qu'il faut blâmer, mais bien plus la fin de l'expansion militaire romaine finançant l'Empire en or et en esclaves sur le dos de ses voisins pendant des siècles, et les guerres civiles incessantes entre hommes se considérant tous aussi romains les uns que les autres à partir du IIIe. Ensuite, si l'émigration de barbares germaniques dès la fin du IIIe siècle est attestée et qu'elle va se poursuivre tout au long du IVe et du Ve, bien malin qui peut pointer exactement la transformation sociétale précise qu'elle a provoquée à l'échelle de l'Empire ou simplement de la Gaule. Cette émigration réelle, très importante localement, pacifique ou non selon les circonstances, ne s'est sûrement pas déroulée sans drame. Et son corollaire, les raids et les pillages des bandes de guerriers germaniques dont on vous a souvent parlé n'ont absolument pas aidé ni à pacifier ni à enrichir la Gaule. Cette hybridation progressive des deux mondes a pu être parfois violente, conflictuelle et même terrible pour les populations, car rien n'est jamais idyllique dans les sociétés aux prises avec des grands bouleversements. Mais ces phénomènes, spectaculaires ou non, n'ont pas eu une portée gigantesque sur l'Empire non plus. On parle de raids comme de migrations localisées sur une petite partie des frontières, limitées en portée et en fréquence. Ce n'est probablement pas là non plus la cause principale de la destruction progressive du modèle politique et social romain. Un modèle qui a été probablement plus mis à mal par les décisions et les choix faits à Rome, Milan ou Ravenne en matière fiscale, administrative ou législative, que par l'arrivée de nouveaux venus dans les provinces proches du Limès. D'ailleurs, toutes les traces épigraphiques comme archéologiques tendent plutôt à montrer que les Germains ont avant tout tenté de s'intégrer, en adoptant massivement les mœurs et les coutumes des populations présentes sur place et en laissant derrière eux progressivement la majeure partie de leur bagage culturel, pour se mouler dans la fabrique sociale de la Gaule dans le cas des Francs. La petite spécificité cultivée par les chefs militaires dont on a parlé, gardant leur particularisme pour sans doute rester pertinent avec leur contingent de troupes fraîches, issues des frontières, comme pour ne pas se griller dans le jeu politique romain, cache mal que, dans le fond, pour eux, comme pour l'immense majorité de ces migrants, l'objectif était de devenir des Romains tout simplement. S'il y a une conclusion à tirer de la barbarisation de l'armée, comme des migrations germaniques du IVe et du Ve siècle, qui sont le véritable terme à utiliser plutôt qu'invasion, c'est qu'elles sont difficilement responsables avec un grand R de l'effondrement politique qui va se produire dans l'Empire romain. Corrélation et causalité sont deux choses bien différentes. Et la naissance du monde franc et mérovingien en Gaule va accompagner, bien plus qu'il ne va provoquer, la chute du système politique impérial, pourri de l'intérieur, bien avant que le premier franc salien ne débarque à Arras ou à Cambrai.